Vous avez remarqué, chers téléspectateurs, que l'actualité était au déboulonnage de statues. Et voici quelques jours, un ramassis de crétins exotiques appuyé par l'habituelle mafia de la repentance s'en est pris à la statue lilloise du général Faidherbe, l'une des grandes figures de l'histoire militaire et coloniale de la France du XIXe siècle. Il m'a donc paru utile de revenir sur cette personnalité et de rappeler ce qu'avait été sa carrière et son œuvre. Louis-Léon César Faidherbe naît à Lille en 1818, il est mort à Paris en 1889. C'est un garçon très doué, d'origine modeste. Son père avait des activités de bonnetterie à Lille, son père avait combattu dans les armées de l'an 2, ce qui explique peut-être le républicanisme qu'affichera ensuite son fils. Et il est manifestement très doué, notamment pour les mathématiques, et il va entrer à Polytechnique en 1838, donc à l'âge de 20 ans. Après Polytechnique, c'est l'école d'application de l'artillerie et du génie de Metz, d'où il sort en 1842. Il va ensuite servir en Oranie, dans cette toute nouvelle conquête algérienne de 1844 à 47, et en 1848, alors qu'il est devenu capitaine, il sert en Guadeloupe. C'est un abolitionniste, favorable donc à la fin de l'esclavage. C'est un ami même de Victor Schœlcher, qui a joué le rôle que l'on sait dans cette affaire, et on va même l'écarter un moment parce qu'on juge qu'il manifeste un socialisme exagéré. C'est évidemment intéressant à rappeler dans le contexte actuel. Il va ensuite servir de nouveau en Algérie, participer à diverses opérations, notamment dans le Djurdjura. Il va être décoré de la Légion d'honneur. En 1854, il est nommé chef de bataillon et en même temps gouverneur du Sénégal. C'est quelqu'un qui a été opposé au coup d'État du 2 décembre, mais le prince-président et ensuite le Second Empire ne lui en tiendront pas rigueur, car on considère que ses qualités militaires, ses qualités professionnelles nécessitent de l'employer au mieux. Alors, au Sénégal, il va conquérir la région de la Casamance, pacifier la région du fleuve, le cours inférieur du Sénégal, la région du Cayor, pousser des expéditions vers le Fouta de Djallon et jusqu'au Niger. Il sera à l'origine du développement et de l'embellissement de Saint-Louis. Il sera le fondateur du port de Dakar, lieutenant-colonel en 1855, colonel en 1858. Il quittera le Sénégal en 1861 pour aller commander la subdivision de Sidi Bel Abbès en Algérie, reviendra au Sénégal en 63, désormais il est général, puis reviendra en Algérie en 65 pour y commander la division de Beaune. Quand la guerre de 70 va intervenir, Gambetta, qui est le chef de file du camp républicain et le chef de file de la défense nationale dans la deuxième partie républicaine de la guerre, va le nommer général de division et lui confier l'armée du Nord, forte de 45 000 hommes, au sein de laquelle il va s'illustrer lors des combats de Pont-Noyel, de Bapaume notamment, et de Saint-Quentin. Au bout du compte, il aura permis aux régions du Nord d'échapper durant les combats à l'occupation prussienne. Député du Nord en 1871, il va démissionner car il est hostile à la restauration monarchique à laquelle aspire la majorité de ses collègues. Il va aller effectuer une mission en Haute-Égypte, car c'est non seulement un chef militaire, un administrateur colonial, mais c'est aussi un savant, nous aurons l'occasion de le voir. En 1879, il sera élu sénateur du Nord. En 1880, le voilà
voilà grand chancelier de la Légion d'honneur. 4 ans plus tard, il est reçu à l'Institut, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il publie de nombreux ouvrages. Il a raconté en 1871 sa campagne de l'armée du Nord. Il complète avec de nombreux travaux de géographie. En 1863, il a publié L'avenir du Sahara et du Soudan. En 65, une géographie du nord-ouest de l'Afrique. C'est un spécialiste des langues également. En 1887, il a présenté une synthèse sur les langues sénégalaises. 2 ans plus tard, l'année de sa mort, un ouvrage sur le Sénégal. Et quand il disparaît, eh bien, l'Assemblée va lui voter des funérailles nationales, donc en 1889. Parcours donc tout à fait exceptionnel pour ce garçon d'origine modeste qui a fait toute sa carrière sous le Second Empire aux colonies. Il n'a pas été concerné par les campagnes de Crimée, d'Italie ou du Mexique. C'est quelqu'un qui était d'emblée hostile à l'esclavage, qui prônait même les mariages mixtes, pensant que le métissage pouvait contribué à installer solidement la colonie du Sénégal. Il eut même un garçon avec une jeune indigène avec qui il vivait, et ce fils sera ensuite officier de Spahi, dans un Sénégal qui est alors en pleine expansion à la faveur du développement du commerce colonial. Alors venons-en plus précisément à ce parcours sénégalais de Faidherbe. Faidherbe, en effet, dans l'imaginaire colonial français du XIXe siècle, voire du début du XXe siècle, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'a été Bugeaud en Algérie, c'est-à-dire au-delà de la simple conquête militaire, un projet pour établir une colonie durable en ce XIXe siècle qui voyait toutes les nations européennes se projeter outre-mer. Et pourtant, rien n'était évident concernant ce Sénégal, où les Français étaient installés à Saint-Louis depuis le XVIIe siècle. Au milieu du XIXe même, l'intérêt pour la région était au plus bas. On voit par exemple le gouverneur Baudin expliquer en 1848 que la misère est partout et on ne voit pas trop ce que l'on peut faire de cette région déshéritée. On s'interroge même en 1848 sur un éventuel abandon de ces terres africaines. Mais la commission des comptoirs animée par le député Benoît d'Azy va faire le choix du maintien de la présence française et de la mise en œuvre des plans échafaudés en amont par les officiers de marine qui se sont intéressés à la question, et notamment le lieutenant Bouet-Villomez. Le capitaine de vaisseau Protet a été gouverneur sous Louis-Napoléon entre 1850 et 54, sous Louis-Napoléon puis sous Napoléon III, et c'est lui qui a commencé à lancer la culture de l'arachide, appuyé en cela par les compagnies de commerçants bordelais. On a commencé à installer des forts comme celui de Podor à l'intérieur. On a livré quelques combats aux tribus de la région, notamment à Dialmat en mai 1854, où les tout-couleurs ont été battus, ce qui a permis de dégager le cours inférieur du fleuve. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre des colonies, Ducos, va confier le gouvernement du Sénégal à Faidherbe, qui y était déjà depuis 2 ans au titre de directeur du génie. Il est en même temps promu commandant et il va rester au Sénégal de 1854 à 1865 avec une courte interruption entre 1861 et 1863. Alors, ce général, il est général à 45 ans en 1863, avait initialement sollicité de servir aux marquises. Et finalement, il va se retrouver au Sénégal. C'est un petit peu
le hasard. Cela dit, c'est un passionné de géographie, d'ethnographie, de linguistique, d'archéologie, et toutes ces curiosités vont servir à faire la promotion du Sénégal. Par exemple, Faidherbe va apprendre l'Wolof, qui est une des langues les plus parlées dans la région. Alors je l'ai dit, Boué-Villomèze et Protet ont préparé le terrain. Les négociants bordelais poussent à la roue, notamment la maison Morel et Prom, qui a été fondée en 1822 et qui s'est spécialisée dans la commercialisation de l'arachide, qui a installé en 58 une huilerie industrielle à Bordeaux. Il y a donc tout cet arrière-plan économique, évidemment, qui pousse en faveur de la colonisation. Mais il y a aussi le soutien politique, je l'ai dit, le ministre Théodore Ducos, qui est député de la Gironde, au passage, ou le directeur des colonies, Mestro, qui soutiennent à la fois l'extension territoriale de la colonie et surtout qui entendent y installer une sécurité complète, ce qui fait que Faidherbe pourra bénéficier des crédits nécessaires et des encouragements du gouvernement. Alors il y a plusieurs menaces qui pèsent sur cette petite colonie. Les Maures, Trarza et Brakna au nord, c'est historiquement une constante, une menace contre les sédentaires, contre les cultivateurs Wolof du sud, et puis vers l'est, les tout-couleurs qui sont à l'époque rassemblés par El Hadj Omar, qui, au nom de l'islam, entend rassembler toutes ces régions de l'arrière-pays. Devront donc à tenir. Alors pendant l'été, on combat contre les Maures, les conditions naturelles à l'époque sont favorables, et puis l'hiver, eh bien, on remonte le fleuve Sénégal pour aller lutter contre les tout-couleurs. Faidherbe va additionner les succès sur le plan militaire. En mars 55, il occupe la région du Waalo, où il va remplacer le roi pour mettre à sa place un souverain favorable à la France. Il va, en 56, après sa victoire au lac Cailleur, annexer définitivement la région. Des protectorats français sont institués sur les royaumes du Wolof, du Ndambour, du Dimar, et on peut de ce fait, à ce moment, donner la priorité à la lutte contre El Hadj Omar et contre les tout-couleurs. Concluant des traités avec certains chefs locaux, Faidherbe continue à progresser dans l'intérieur, installe un fortin à Médine, et ce fortin, il va être assiégé par les rebelles et défendu par le lieutenant Paul Holl et le sergent Desplat. C'est un des moments forts de l'histoire de la colonisation de l'Afrique occidentale, le lieutenant Paul Holl, qui est finalement débloqué par les renforts qu'amène Faidherbe avec la canonnière Basilic. Il remporte ensuite la victoire de Guémou, près de Bakel, et finalement, toute la rive gauche du Sénégal est abandonnée par les dissidents, ainsi que le bassin de la Falémé. El Hadj Omar doit se retourner désormais vers l'est, vers le Niger, mais il sera tué au combat en 1864. Pendant ce temps, Faidherbe se tourne contre les royaumes sérères et fonde Kaolack en 1859. Le gouverneur de Gorée, Pinet-Laprade, pousse lui en Casamance, où on va rétablir la paix qui était troublée par les luttes entre les Foulbés et les Mandingues, et la zone va passer sous contrôle de la colonie du Sénégal rapidement.
également. Alors en 61, Faidherbe cède la place à un marin, Jorge Berry, mais il reviendra dès 1863 pour annexer le Cayor, le Cap-Vert et pacifier toutes ces régions. Il voudrait même réunir le Sénégal et la Gambie pour créer une grande Sénégambie, mais pour cela il faudrait trouver un accord avec l'Angleterre et il demande au ministre de négocier un échange qui permettrait aux Anglais d'avoir des compensations sur la côte de Guinée et au Gabon, mais le ministre des colonies Chasseloulouba est réticent et le projet restera sans suite, ce qui va déplaire à Faidherbe qui demandera à être relevé de son commandement en mai 1865. Entre-temps, il a construit une colonie qui fait figure de modèle à beaucoup d'égards, avec des moyens très faibles. Hein. Au départ, il a un bataillon d'infanterie de marine renforcé d'un bataillon de tirailleurs algériens. Hein. Il a un escadron de spahis, et il n'y a pas grand-chose d'autre à attendre à une époque où l'armée française est engagée en Crimée, puis ensuite en Italie. Alors, Faidherbe va trouver la solution pour augmenter ses forces. Il va créer des bataillons de tirailleurs sénégalais. Il va enrôler des volontaires wolofs et en 1857, le premier bataillon de tirailleurs sénégalais est mis sur pied avec un encadrement européen, mais aussi au fur et à mesure, pour une partie, un encadrement indigène. Hein. Et on va avoir ce fameux système qui va faire que l'Afrique va être conquise par les Noirs pour les Blancs, selon la formule traditionnelle. En plus, au-delà de la simple force militaire, Faidherbe sait jouer des antagonismes ethniques, des rivalités entre les confréries musulmanes, la Hadriya contre la Tidjaniya, tout cela lui permet, en bon politique, d'imposer progressivement l'autorité française. Il va créer sur place un certain nombre d'institutions, la bibliothèque et le musée de Saint-Louis. Il va fonder des journaux, le Moniteur du Sénégal, l'Annuaire du Sénégal. Il va commencer à réaliser un inventaire ethnographique de la colonie. Et puis surtout, il entend jouer du rôle de l'école. Il exprime sa politique dans le discours de juillet 60 qu'il prononce à l'occasion de la distribution des prix du collège de Saint-Louis. Il va créer ainsi des écoles laïques en 1857 et 1864 parce que il s'inquiète aussi du prosélytisme des missions chrétiennes dans un environnement musulman. Cela pourrait effectivement susciter des réactions. Et puis en 55, il va y avoir cette formule originale dite école des otages à Saint-Louis. Le principe était simple, on formait les fils de notables pour les associer à la construction de la colonie française et en même temps l'administration les avait sous la main, ce qui garantissait la tranquillité de l'arrière-pays puisque leurs parents évidemment pouvaient être tentés dans ces conditions de se lancer dans une rébellion. Alors cette école des otages qui deviendra l'école des fils de chef en 1857 qui va permettre de former une élite indigène qui pourra bénéficier même de bourses pour les meilleurs pour aller étudier à Bordeaux et Alger. Une école qui sera fermée en 1870 mais reconstituée en 1892. Donc un effort dans ce sens de l'éducation. Comme il entend calmer les éventuelles dissidences d'origine religieuse, il va favoriser la mise en place d'un tribunal coranique supérieur pour réaliser la pacification religieuse du territoire. Il va être très vigilant contre toutes les formes d'esclavage, contre la pression des notables des Antilles, par exemple. Il refuse que l'on puisse recruter des engagés libres, entre guillemets, au Sénégal pour les faire venir aux Antilles, car il voit là, sous une forme détournée, un rétablissement d'une certaine forme d'esclavage. En tout cas, la colonie prospère. 18 000 âmes en 1848, 50 000 en 1850,
1856, 200 000 en 1870. 3 localités, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, auxquelles vient s'ajouter Dakar ensuite, ont des habitants qui bénéficient de la plénitude des droits civiques et dans une zone donc d'administration directe. Et puis pour le reste, le reste, ce sont des territoires 8 fois plus étendus, 3 fois plus peuplés. Et bien là, on a une sorte de système de protectorat où on a maintenu l'autorité des chefs traditionnels sous le contrôle bien sûr des commandants de cercle qui s'appuient eux-mêmes sur les conseils d'un bureau indigène. Donc une administration qui s'inspire en partie de l'expérience des bureaux arabes algériens de l'époque du Second Empire. En attendant, la colonie se développe, Saint-Louis devient une ville moderne, avec des bâtiments administratifs, avec un pont reliant l'île à la terre ferme. Il y a 14 000 habitants dès 1865. On va créer Thiès, Kaolack et surtout Dakar. Pendant ce temps, Gorée est passée sous l'administration de la colonie du Sénégal. Une route et une ligne télégraphique ont été établies entre Dakar et Saint-Louis et un port de commerce a été aménagé avec un quai en eau profonde à partir de 1866. Le commerce profite de tout cela. 5 000 tonnes d'arachides exportées en 1854, 15 000 10 ans plus tard, 20 000 en 1870, un commerce qui fait la fortune de Rufisque. Un échec toutefois, c'est la culture du coton. À la faveur de la guerre de sécession américaine, les demandes en coton avaient explosé sur le marché mondial, mais ensuite un effondrement des cours avait suivi lors du retour à la normale, et donc l'essor du coton dont avait rêvé Faidherbe a été compromis. Il rêvait aussi d'une ruée vers l'or dans la région du Bambouk, comparable à celle qui avait fait la fortune de la Californie ou de l'Australie à l'époque, mais là aussi c'est un projet qui restera sans suite. Alors, développement du commerce de la colonie, naissance d'une banque du Sénégal en 1860, de chambres de commerce à Saint-Louis et à Gorée, expansion vers le Niger, vers l'intérieur, avec des missions de reconnaissance, celle de l'enseigne de Vaisseau-Mage et du docteur Quintin, qui vont aller jusqu'à Ségou, la capitale des tout-couleurs, où Amadou a succédé à El Hadj Omar. Tout cela correspond à la mise en place d'un nouveau modèle de colonisation qui va créer le cadre dans lequel va se développer ensuite le Sénégal contemporain. Mais je l'ai dit, Faidherbe, c'est bien sûr le Sénégal, c'est aussi la guerre de 1870. Il est nommé à l'armée du Nord par Gambetta, une armée de 45 000 hommes qui doit faire face, de 25 000 hommes, pardon, qui doit faire face à l'armée von Manteuffel de 40 000 hommes, qui va livrer bataille à la fin de 1870 et en janvier 71, d'abord autour du fort de Ham, ensuite à Pont-Noyel, ensuite autour de Péronne, ensuite à Bapaume, qui sera le principal succès tactique remporté par cette armée, mais le rapport des forces fait qu'ensuite la retraite est inévitable, et finalement, malgré ses efforts, le 18 janvier, Faidherbe ne pourra pas gêner sérieusement l'armée prussienne lors de la bataille de Saint-Quentin. Et à ce moment, à la fin de la campagne, eh bien, son action a quand même évité que la majeure partie des places du Nord et de la région, cela a évité qu'elle soit occupée par l'armée prussienne. Mais l'armistice intervient le 23 janvier. En tout cas, dans la mémoire nationale, Faidherbe restera comme l'un des grands généraux, comme Chanzy par exemple, le chef de l'armée de la Loire, restera comme l'un des grands généraux de ce conflit franco-allemand de 1870. Il y
y a quelques jours, le 18 juin était dans toutes les unes de la presse écrite, la radio, la télé. Je voulais revenir sur cette date où s'est produit un événement majeur de notre histoire, injustement oublié aujourd'hui. Nous n'avons même pas entendu parler de son anniversaire l'année dernière, alors que nous aurions dû commémorer les 490 ans de cette bataille. Car oui, c'est d'une bataille que je veux parler. Non pas la funeste bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, mais une bataille victorieuse contre les Anglais, celle de Patay, le 18 juin 1429, une victoire décisive de la guerre de 100 ans. Car c'est tout de même un peu triste que des batailles de la guerre de 100 ans, nous n'avons retenu que de cuisantes défaites. Crécy, Poitiers, Azincourt, des défaites tragiques où la fine fleur de la chevalerie française s'est fait massacrer par les terribles et efficaces archers anglais. Nous sommes donc en 1429, au mois de juin. La guerre de 100 ans a commencé en 1337 et elle va encore durer un peu plus de 20 ans. Je vous rappelle en quelques mots les raisons de la guerre, de cette longue guerre entrecoupée de trêves et que l'on a qualifiée, qu'on a appelée guerre de 100 ans pour arrondir, car en fait elle a duré 116 ans. Les relations de l'Angleterre et du Royaume de France étaient déjà mises à mal par l'affaire de la Guyenne. Vous vous souvenez, apportée en dot par Aliénor d'Aquitaine lors de son remariage avec Henri II Plantagenet. Et cette Guyenne est un territoire anglais imposé sur les flancs du Royaume de France. Les Plantagenets et les Capétiens ne peuvent pas s'entendre à ce sujet, d'autant plus que la Guyenne est un duché, son souverain, le roi d'Angleterre, est donc le vassal du roi de France, et il doit lui prêter allégeance. Bref, finalement, la querelle dynastique qui va commencer à la mort du dernier Capétien mâle direct, Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, vous savez, les rois maudits, n'est que l'aboutissement de longues années de crises et de conflits plus ou moins larvés. En 1328, le représentant de la branche cadette des Capétiens, les Valois, Philippe VI de Valois, neveu de Philippe IV le Bel, succède à Charles IV, encore une fois, qui est le dernier descendant mâle direct des Capétiens. Or, Philippe le Bel avait une fille, Isabelle, qui s'est mariée avec le roi d'Angleterre, Édouard II. Et ils ont eu un fils, Édouard III, qui peut donc revendiquer le trône de France comme descendant direct de la branche aînée des Capétiens, mais par une femme. En France, le sentiment national commence à se développer et les grands du royaume ont voulu un roi qui est né sur le sol français. Ils désignent donc Philippe VI comme roi de France. C'est une des raisons de la guerre de 100 ans. En 1429, l'année qui nous intéresse, les Anglais et leurs alliés, les Bourguignons, occupent tout le nord de la France jusqu'à la Loire, où ils tiennent un certain nombre de villes stratégiques. Au sud, la quasi-totalité des provinces sont restées fidèles à Charles VII, excepté évidemment la Guyenne. Les Anglais assiègent depuis plusieurs mois Orléans, qu'ils essaient de faire tomber dans leur escarcelle, mais la ville résiste grâce au courage de ses habitants, dirigés par le gouverneur Raoul de Gaucourt. Le 9 mai, Jeanne d'Arc, qui a obtenu une armée du petit dauphin si gentil, Charles VII délivre Orléans des Anglais. Après la délivrance d'Orléans, débute ce que l'on nomme la campagne de la Loire, où Jeanne d'Arc et ses compagnons, Gilles de Ré, Étienne de Vignoles, dit la Hire, Ambroise de Loré, Jean Ponton de Xaintrailles, le connétable Arthur de Richemont, le duc d'Alençon, ils vont commencer à reconquérir une à une les places occupées par les Anglais. C'est une suite de revers qui attend l'armée anglaise après celui d'Orléans. Alors tout d'abord le 12 juin à Jargeau, où l'un des chefs anglais, le célèbre le comte de Suffolk, est fait prisonnier, à Meung-sur-Loire le 15 juin, où l'on reprend le pont stratégique et on coupe ainsi le ravitaillement de l'armée anglaise, puis ensuite Beaugency les 16 et 17 juin 1429. Bientôt, les Anglais, qui avaient pourtant appelé des renforts, depuis qu'ils avaient été délogés d'Orléans, enfin des murailles d'Orléans, se regroupent à Patay, mais ils ne sont pas encore totalement défaits. Lord Scales, qui commande l'armée anglaise, et ses seconds, dont Sir John Talbot, Talbot qui est un noble en fait anglais d'origine normande. Donc Lord Scales et John Talbot sont à la tête de quelques milliers d'hommes.
et ils ont été renforcés déjà par les garnisons des villes qui ont été perdues, Meung et Beaugency. Tout ce monde va vers l'ouest pour tâcher de se réorganiser, tout en essayant d'échapper à l'armée française, l'armée de Jeanne d'Arc, qui les poursuit. L'armée anglaise va alors rencontrer à Patay leurs fameux renforts qui viennent de Paris, qui sont commandés par Falstaff et Rampton, et qui, eux, en arrivant, avaient été très surpris de trouver Meung et Beaugency aux mains des Français. Alors, à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'ils sont très nombreux. Mais que faire? Continuer la retraite ou faire volte-face, demi-tour pour contre-attaquer? Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont peu de temps. L'avant-garde française les talonne de près. Elle est à une demi-lieue seulement. Au centre de l'armée des Français, l'armée des Français est menée par le comte de Richmond, duc d'Alençon, Raoul de Gaucourt, encore une fois l'ancien gouverneur d'Orléans, Gilles de Rais et Jean de Dunois, dit le bâtard d'Orléans. Jeanne d'Arc, elle, est à l'arrière-garde, elle voulait en fait être en tête, mais on en a empêché, chacun craint évidemment qu'elle soit blessée pendant la bataille, mais sa seule présence dans les rangs des Français décuple le courage et la force des soldats, tandis qu'on s'aperçoit que les Anglais commencent à douter d'eux-mêmes. Pour les effectifs de part et d'autre, il y a à peu près 4 à 5 000 hommes du côté anglais et seulement à peine 2 000 du côté français. Lorsqu'elle, devant les rapports de ses éclaireurs, sait qu'il a peu de temps et qu'il n'a plus vraiment le choix, il sait qu'il va devoir livrer bataille, il croit en tout cas être bien renseigné sur les mouvements des Français. Dans cette plaine de Beauce, aux alentours d'Orléans, qui est parsemée de taillis, de bocteaux, il veut reproduire la tactique d'Azincourt et de Crécy. Il sait que son armée est terriblement efficace en plaine. Les archers anglais, avec leur longbow, cette long arc anglais, vont pouvoir encore décimer les Français. La technique est simple, les archers prennent position, disposent des sortes de pieux plantés en terre qui cassent toute charge de cavalerie, puis ils arrosent l'ennemi de leurs flèches. Scales dispose alors en embuscade 600 archers pour ralentir la progression des Français et ainsi permettre à son armée de se disposer pour la bataille finale. Les archers vont s'installer sur le versant d'une petite et peu profonde vallée, la vallée de la Retrève. Ils sont bien orientés par rapport au soleil qui brille haut et chaud ce jour-là. Ils vont pouvoir bénéficier d'une position légèrement dominante sur les Français. Falstaff, le Sir Falstaff, doit commander l'avant-garde près de Patay sur la route de Blois, tandis que Talbot doit retarder les Français en dirigeant l'arrière-garde aux alentours de Saint-Sigismond, à cette époque en lisière de la forêt d'Orléans. Tous comptent sur la confiance des Français donnée par la série de leurs victoires et pour se jeter dans la gueule du loup anglais. Du côté français, on tergiverse aussi. On sait que l'armée anglaise est très difficilement, pratiquement invincible en race campagne. Le duc d'Alençon consulte ses chefs qui sont plutôt inquiets. Mais Jeanne intervient car elle assiste à la réunion et prédit au duc étonné « Avez-vous de bons éperons, prince ? Que dites-vous ? Est-ce que nous allons leur tourner le dos ? Nenni, ce sont les Anglais qui ne se défendront point et seront vaincus, et il vous faudra avoir de bons éperons pour leur courir sus. » L'avant-garde française s'avance alors à découvert. Elle est composée d'environ 700 hommes sous les ordres de La Hire, Xaintrailles et Boussac. Il n'y a qu'une soixantaine de lances et seulement 180 cavaliers. Trop peu pour vaincre toute l'armée anglaise si elle se présentait. Mais ces cavaliers sont en revanche les meilleurs de la cavalerie française, des combattants de longue date, terribles reîtres à l'efficacité redoutable. Et c'est là, en plus, que la providence ou le hasard vont aider les Français. Au moment où l'avant-garde s'avance sans savoir exactement où sont les Anglais, sans se douter qu'ils sont aussi près, elle débusque soudainement un cerf effrayé qui s'enfuit vers les Anglais, dont les soldats ont un réflexe malheureux. Ils poussent un cri de chasse devant ce beau gibier et découvrent ainsi aux Français leur présence et leur position. Malchance supplémentaire, les archers anglais étaient en train de changer d'emplacement pour mieux atteindre leurs adversaires. Ils n'ont pas eu le temps de protéger leur ligne par l'installation des pieux. Loin d'attendre les renforts, La Hire et ses compagnons chargent alors et taillent en pièces les archers mal protégés. Ceux-ci sont jetés contre les piétinés, stockés, transpercés, leurs vêtements ne les protégeant
Pas du tout. 180 cavaliers contre 600 archers. Sir Talbot, devant le désastre, tente désespérément de rassembler les survivants. Il montre un grand courage, résistant au centre d'un dernier carré, mais il est finalement fait prisonnier. Emporté par son enthousiasme, La Hire, à la tête de ses 180 cavaliers, ne s'arrête pas. Il n'attend pas les renforts et continue vers le gros de l'armée anglaise. Là encore, les archers ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le temps de réagir et se font tailler en pièces. Les chroniqueurs de l'époque parlent du déferlement de la cavalerie française sur les troupes anglaises. Tout est perdu pour l'armée ennemie. John Falstaff essaie une manœuvre de contournement qui est mal interprétée et provoque la panique dans les rangs anglais qui s'enfuient. Il devra attendre d'ailleurs plusieurs années avant d'être réhabilité, tout le monde ayant cru qu'il fuyait. En dernier lieu, le gros de l'armée française, l'armée du duc d'Alençon, ayant rejoint l'avant-garde, achève l'armée anglaise. Le duc de Scales est fait prisonnier. Selon les historiens, les pertes anglaises s'élèvent à 2000 ou 2500 tués sur 5000 engagés et 200 prisonniers. On ne peut pas compter les fuyards. Chez les Français, le nombre de tués est très faible, moins de 5 selon les sources. Pour l'anecdote, dans les morts français était un seigneur de Bellefosse, Jacques de Beautray, qui est bien noté mort à Patay en 1429 dans sa généalogie, dont la famille était réputée pour ne pas avoir de chance sur les champs de bataille. Jeanne d'Arc n'a pas commandé de troupes à Patay, ni pris directement part à la bataille. Elle fut, encore une fois, empêchée de se porter en avant. Mais elle a été sur le théâtre des opérations, mais elle a conseillé le duc d'Alençon qui avait l'ordre de l'écouter. Et surtout, encore une fois, sa présence a sans nul doute galvanisé les troupes de Charles VII, en particulier le fidèle et dévoué La Hire. La défaite de Patay fut pour les Anglais comme Azincourt chez les Français, un désastre, un coup de tonnerre, et ce fut un tournant de la guerre de 100 ans. Elle marqua la fin du corps des archers anglais, qui ne fut pas reconstitué, elle marqua la fin de la suprématie de l'arc long anglais, et également la fin du mythe de l'invincibilité de l'armée anglaise. Dans les rangs de l'armée royale, l'armée de Charles VII, c'était évidemment une joie incommensurable. Comme l'avait prédit Jeanne d'Arc, Dieu avait donné la victoire aux Français. La route de Reims était alors ouverte pour le sacre du roi Charles VII, qui eut lieu quelques semaines plus tard, le 17 juillet 1429. Je suis très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui de nouveau Thierry Bouclier. Thierry Bouclier est avocat, il est auteur de romans policiers, mais il nous a également donné un certain nombre de livres dans la petite collection Pardès, la collection Qui suis-je, excellente petite série pour laquelle il a écrit un Alphonse de Chateaubriand à propos duquel nous l'avions déjà invité, et puis également, je crois, un ouvrage sur ADG. Alors, aujourd'hui, il est avec nous pour parler de son Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, auteur maudit, entre guillemets, pendant très longtemps. Nous avons eu quelques grandes biographies dans le temps, Pierre Andreu, Jean Mabire, Julien Hervier. Il y a eu la publication d'une partie de son œuvre dans la Pléiade, les romans, en fait. Il y a peu d'ailleurs, il y a quelques années seulement, et c'est un auteur qui mérite d'être découvert par nos jeunes générations, et comme on ne risque pas de le retrouver dans les manuels de littérature de notre enseignement public, eh bien, il était tout à fait utile, bien sûr, d'inviter Thierry Bouclier pour nous parler de lui. Alors, Drieux-La Rochelle, c'est un parcours tout à fait étonnant dans les orages du XXe siècle. C'est un garçon qui entame des études de droit de sciences politiques avant la guerre de 14, et puis il y a la formidable rupture, pour lui comme pour les autres, de ce conflit débuté donc à l'été de 1914. Et c'est un conflit qu'il va faire pour de bon, puisqu'on va le retrouver sur nombre de fronts, puisque
il va être blessé à plusieurs reprises, hein, à Charleroi, à l'été 14. Ensuite, on va le retrouver aux Dardanelles. Ensuite, on va le retrouver à Verdun. Qu'est-ce qu'a représenté cette guerre de 1914 pour Drieux, cette guerre qu'il a évoquée dans des pages magnifiques dans son roman Gilles, entre autres? Oui, alors cette guerre effectivement marque une rupture, mais c'est une seconde rupture, parce que la première rupture intervient effectivement en 1913 lorsqu'il échoue à Sciences Po. Oui. Il avait placé tous ses espoirs, sa famille avait placé des espoirs, pensait qu'effectivement Drieux serait brillamment reçu, il s'orientait vers une carrière diplomatique, et finalement il échoue à l'examen de Sciences Po et il résilie son sursis en 1913, un an avant la déflagration de 1914. Drieux ne va pas aimer son service militaire, il va se retrouver caserné, et là on va peut-être dire que l'idéal militaire qu'il se faisait n'est pas au rendez-vous, et il va au contraire. Il a résilié son sursis au moment où passait la loi de 3 ans. Exactement. Et donc 1914, comme vous l'avez dit, là Drieux découvre le baptême du feu à Charleroi, aux Dardanelles et à Verdun. Il sera blessé à 3 reprises, et surtout à Charleroi, il le racontera très bien dans son très bel essai La Comédie de Charleroi. Là, il y a quelque sorte d'espèce d'extase à combattre, et là il va sortir de la tranchée en quelque sorte et montrer à la fois du courage, mais bien évidemment cette guerre va le blesser physiquement, le blesser moralement, mentalement, et il y aura une rupture entre le Drieux de l'avant-guerre et le Drieux de l'après-guerre qui ne sera plus le même. Mais il y découvre, dit-il, le couple divin du courage et de la peur. Exactement. Qui résume tout à fait ce que pouvait être la perception de beaucoup de combattants dans cette guerre d'un type tout à fait nouveau. Et alors, cette guerre, donc on l'a dit, il est blessé, à plusieurs reprises. Il va prendre du recul par rapport à cet événement tragique, dramatique, et un petit peu contre toute attente, alors que pour beaucoup, elle est l'occasion d'un sursaut de patriotisme, de nationalisme, etc. Eh bien, lui perçoit les choses déjà comme un jeune Européen. Il s'efforce d'établir la mesure de la France et se demande au sortir de la guerre quelle peut être l'option la meilleure dans le nouveau contexte international qui s'installe, avec des hésitations qui peuvent nous paraître surprenantes aujourd'hui. Par exemple, quand il oppose Genève, qui incarne la SDN, et puis Moscou, la révolution bolchevique. Quel est son état d'esprit à la sortie du conflit? Alors effectivement, Drieux ne va pas rejoindre le nationalisme intégral de Maurras, le nationalisme cocardier de Barrès, même si il avait une grande admiration pour Barrès, et il va tout de suite prendre conscience que cette Première Guerre mondiale a été une guerre civile, une guerre civile européenne, et c'est très intéressant de noter, ses premiers écrits sont des poèmes, et il écrit des poèmes, et on se rend compte que finalement il n'a pas de haine à l'égard de l'Allemagne, il n'a pas de haine à l'égard du soldat allemand, et Drieux, effectivement, dès le lendemain de la guerre, va comprendre que les nations européennes, même si elles ne sont pas terminées, même si l'ère des patries n'est pas terminée, ces patries européennes doivent nécessairement s'unir, s'entendre, sinon une nouvelle catastrophe va arriver, et la catastrophe va effectivement arriver en 1939, mais on peut dire que là, il était peut-être un petit peu en avance sur son temps, il était très visionnaire, en voyant effectivement la nécessité d'une dimension européenne et de dépasser le cadre strictement fermé des patries des nations. Mais il va croire véritablement au projet de SDN voulu à l'origine par Wilson, mais incarné surtout ensuite par Briand. Oui, il va effectivement défendre cette idée, donc exprimée dans le jeune européen, Genève et Moscou. Et surtout, alors une des grandes idées de Drieux dont il prend conscience au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est cette notion de décadence. Décadence effectivement du monde, décadence de l'Europe, et
en appuyant sur un point très particulier, la perte de la vitalité démographique de, on va dire, l'Occident au sens large et plus précisément de l'Europe, où Drieux se rend compte qu'effectivement, par rapport à ce qu'était l'Europe à la fin du XVIIIe siècle et également au début du XIXe siècle, eh bien, au XXe siècle, l'Europe est en train de perdre de sa puissance, précisément à cause de cette faiblesse démographique, et c'est ce qu'il attribue effectivement à la décadence. Spécialement vrai en plus pour la France. Spécialement vrai pour la France. Qui a engagé sa transition démographique la première au XIXe siècle, et le tout étant aggravé évidemment par les effets de la guerre mondiale. Voilà, qui va effectivement faire une véritable saignée démographique. Et puis c'est un état d'esprit qu'on retrouve à l'époque. C'est Valéry également l'exprime. Nous autres civilisations qui savons maintenant que nous sommes mortels. L'idéologie décliniste entre guillemets qu'on évoque aujourd'hui, elle est déjà présente, et on comprend bien pourquoi au sortir de cette immense épreuve. Et alors comment voit-il la révolution russe à ce moment-là? Bien, il perçoit effectivement la révolution russe comme un danger. Voilà. Il se dit qu'effectivement, l'Europe doit effectivement s'unir pour faire face à cette révolution russe, cette révolution bolchevique. Et d'ailleurs, ce qui montrera un petit peu les atermoiements parfois de Drieux, parce que à la fin de la guerre, il aura plutôt un regard quelquefois positif sur l'Union soviétique, et il aura une certaine... À la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, pardon, Seconde Guerre mondiale. Là, il n'aura plus du tout le même regard, et finalement, comme il était très, très admirateur de la force virile, eh bien, il aura un regard plus favorable sur l'Union soviétique et du totalitarisme soviétique, où il verra effectivement une certaine régénérescence, une certaine... Mais à la sortie de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas du tout son état d'esprit. Il y voit la perspective d'une éventuelle régénération de l'Europe. Exactement. Ce qui peut paraître totalement surprenant au vu de son parcours antérieur. Mais alors, au sortir de la guerre, il est aussi en contact avec tout un milieu intellectuel et littéraire, où il va nouer des amitiés intéressantes et précieuses pour la suite. On le voit proche des surréalistes, on le voit proche d'une personnalité comme Malraux, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Alors, exactement. Ses premiers amis, effectivement, sont ce qu'on appelle les membres du dadaïsme, qui va ensuite déboucher en quelque sorte sur le surréalisme. Donc, il y a André Breton, il y a Louis Aragon. Voilà, il y aura effectivement une très grande amitié entre Drieux-La Rochelle et Aragon, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture en 1926, où ils vont se brouiller définitivement, mais probablement en conservant une certaine estime, une certaine amitié, sans le dire, et amitié et estime qui ne sera pas, qui sera cachée, qui sera secrète, mais qui sera réelle au fond d'eux-mêmes. Donc il y a Aragon, il y a également l'écrivain Emmanuel Berle, qui sera proche de Drieux, avec lequel Drieux va également se fâcher en 1937, puisque lorsque Drieux sortira son très beau roman Rêveuse bourgeoisie, Emmanuel Berle va étrier le roman, donc ça ne plaira pas à Drieux. Il sera également proche de Gaston Bergerie, membre éminent du Parti radical à l'époque, et dont il parlera dans son roman Gilles. Et puis effectivement, à partir de 1927, Malraux, et là, il y aura toujours une profonde amitié entre Malraux et Drieux, malgré les oppositions politiques, puisqu'ils vont bien sûr prendre deux chemins totalement différents, mais Malraux restera fidèle à Drieux, et Drieux fidèle à Malraux jusqu'en 1945. Et alors, Bergerie, c'est un parcours intéressant, parce que c'est un homme qui vient de la gauche et que l'on va retrouver en gros dans les eaux, au sens très général du terme, du fascisme français. Il sera un temps même ministre à Vichy, et c'est quelque chose qui a préparé en quelque sorte l'évolution ultérieure de Drieux, ce souci de réconcilier droite et gauche, ou de dépasser plutôt droite et gauche. Oui, alors je crois qu'il y a une phrase de Jean Mabir dans son très beau livre Drieux parmi nous, où Mabir écrit très justement: pour comprendre Drieux, il faut casser l'idée d'un Drieux homme de droite.
Voilà. Puisque effectivement Drieux était un socialiste, mais pas au sens marxiste du terme, mais Drieux était tout à fait favorable à un socialisme viril. Et effectivement, pour Drieux comme pour Gaston Bergerie, l'événement majeur qui va en quelque sorte être la cause du basculement idéologique ou de la concrétisation du cheminement idéologique de Drieux, ce sont les événements du 6 février 1934, où au lendemain du 6 février 1934, eh bien, une partie de la droite et une partie de la gauche va se dire il faut que quelque chose sorte de ce qui s'est passé place de la Concorde. Et là, on va effectivement voir un certain nombre de personnes venant de droite ou venant de la gauche, faisant une synthèse entre le socialisme qu'ils défendaient pour les uns, les autres défendaient un nationalisme, et pas le nationalisme maurassien, mais vraiment le nationalisme européen tel que Drieux, et cette synthèse entre un certain socialisme et un certain nationalisme, eh bien, va s'exprimer dans le fascisme. Dans le socialisme fasciste, le texte de Drieux qui est l'écho en quelque sorte de la manifestation du 6 février, voilà, février 1934. Exactement. Et donc Drieux, proche de Bergerie, va au départ croire que Bergerie va peut-être pouvoir être l'homme qui va effectivement incarner ce renouveau intellectuel, politique, consécutif aux événements du 6 février 1934. Et finalement, Bergerie va décevoir Drieux. Drieux va estimer que Bergerie ne tire pas suffisamment les conséquences. Il était assez isolé finalement, Bergerie. Les néo-socialistes comme Déa, Marquet, Renaudel ensuite vont davantage occuper ce terrain-là en fait. Exactement, mais finalement ce ne sera ni Bergerie, ni Marcel Déa, ni même le colonel de la Roque, puisque le colonel de la Roque qui était il représente davantage la France conservatrice. Exactement. Patriote et conservatrice. Le colonel de la Roque était tenu pour fasciste uniquement par la gauche, alors qu'il était véritablement légaliste et républicain. Et donc, Drieux va se tourner peut-être vers celui qu'on n'attendait pas, qui est Jacques Doriot. Ah oui, ça on l'attendait pas, voilà. c'est sûr. Puisque Jacques Doriot a quand même été pendant très longtemps l'étoile montante du Parti communiste, le numéro 2. Il avait une aura auprès de ses troupes considérable. Le leader d'une sensibilité communiste très radicale, notamment à l'époque de la guerre du Rif, quand il orchestre la campagne contre les officiers, les gueules de vache, quand il envoie sa lettre à Abdelkrim, etc. Effectivement, on est un peu surpris de l'évolution ultérieure. Hein. Voilà. Alors, effectivement, Doriot va donc se fâcher avec le Parti communiste, puisqu'on va dire que finalement Doriot a eu peut-être raison avant les autres, puisqu'il était favorable à une entente avec la SFIO, voilà, avec la gauche, ce qui n'était pas du tout la ligne politique de Moscou. C'est ça, en 1934, il se sépare du parti parce que lui, avant tout le monde, il est pour un grand rassemblement, c'est-à-dire, il est pour l'unité d'action entre les appareils politiques de gauche, alors que les autres sont toujours pour le front unique à la base, où on va chercher à débaucher les troupes du concurrent. Et Doriot va se séparer donc du Parti communiste, va rester relativement isolé dans son fief de Saint-Denis pendant au moins 2 ans. Et alors, en juin 1936, on est en plein Front populaire. Là, c'est l'été du Front populaire qui commence. Doriot va, dans ce fameux rendez-vous de Saint-Denis, lancer le Parti populaire français. Mais c'est quand même, on est quand même un peu surpris. Drieux, c'est un homme de culture, c'est un intellectuel, un écrivain, etc. Doriot, c'est un homme du peuple, c'est vraiment une caricature d'ouvrier des années 30, grande gueule, énergique, qui a un charisme de leader populaire. C'est assez surprenant cette alliance ou cette fascination qui a pu exister Doriot, qui a pu exercer Doriot sur lui. Et donc, oui, c'est tellement surprenant d'ailleurs que c'est une alliance, en quelque sorte, une fascination qui ne va pas durer, puisque effectivement le fameux rendez-vous de Saint-Denis, immortalisé par l'article de Drieux, où on voit un Drieux effectivement
avec des pages totalement dithyrambiques par rapport à Doriot, des articles que Drieux publie dans le journal du PPF, l'Émancipation nationale, qui seront regroupés dans son livre paru chez Gallimard avec Doriot. Et on va dire que l'idylle va durer de 1936 à 1938, au moment de Munich. La rupture au moment de Munich. Exactement. Qui est un peu surprenante, parce que, bon, Doriot est munichois, il ne veut pas d'une nouvelle guerre. Par anticommunisme, il voit bien que celle-ci ne pourrait que favoriser les ambitions de Staline. Or, Drieux a eu, dans la foulée de la guerre de 1914, une sensibilité plutôt pacifiste, exactement, une sensibilité réconciliatrice. Et là, en 1938, au moment de Munich, il fait partie des anti-munichois. Ce qui est assez, surprenant au vu de son parcours antérieur et de ce que sera son parcours ultérieur. Exactement, exactement. Donc effectivement, on peut dire qu'il tergiverse un petit peu au moment de Munich. Il est pas absolument contre Munich, mais voilà, il a une position qui est, je dirais, plus nuancée que celle de Doriot. Ouais. Et effectivement, suite à cette différence, entre eux, la rupture va être consommée jusqu'en 1942. C'est ça. Il a surtout le sentiment à Munich, je pense, d'un abandon d'une France qui ne se tient pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, en ne réagissant pas face au chantage. Oui, et c'est effectivement c'est une idée qu'il exprimera à nouveau en 1940 face à la débâcle, où là il fustigera, on va dire la France un peu des bistrots, la France du Ricard, la France qui n'a pas été combattante. C'est effectivement la France des banquiers radicaux. Voilà, exactement. À laquelle on opposait celle du camping exactement. Et de l'autostop. Voilà. Donc cet état d'esprit, effectivement, il l'avait déjà à l'époque des accords de Munich. Voilà. Et donc, à partir, alors qu'il a eu pendant 2 ans, il a couvert Doriot d'éloges. Et c'est vrai que le PPF a eu un départ en fanfare en 1936. Le souffle est rapidement retombé. Et effectivement, la crise de Munich constitue la première crise du PPF, où un certain nombre de personnes vont le quitter, dont effectivement Drieux La Rochelle. Et on peut penser que si des élections avaient eu lieu après celle de l'été 36, c'est surtout le PSF du colonel de Larocque qui en serait sorti vainqueur. Exactement. Et pas le PPF qui s'était retrouvé de fait marginalisé après ce que vous avez appelé un départ en fanfare, parce qu'il récupère quand même toute une collection d'individualités brillantes. Je pense à Pucheux, par exemple, à Bertrand de Jouvenel, qui s'allie à un Doriot qui correspond à quelque chose de tout à fait différent. Et alors, Drieux, comment réagit-il en 1939 au moment de la déclaration de guerre? Eh bien, Drieux ne va pas se battre. Parce que Déa, lui, il appelle l'opinion à refuser de mourir pour Danzig. Mais quelle est la posture de Drieux? Alors, Drieux va être un petit peu sur la réserve à cette époque. Il aurait peut-être souhaité aller se battre, mais finalement, je crois qu'il est atteint par la limite d'âge ou par une blessure qu'il avait eue, enfin une inaptitude physique. Donc Drieux ne va pas aller se battre. Il va continuer à tenir son journal. Parce qu'il aurait eu 47 ans. Oui, 47 ans. 93, 1893, oui. 1893. 46 ans en 39, oui, ça faisait déjà évidemment un âge avancé. Donc il va continuer à tenir son journal, puisqu'il commence à le tenir effectivement en 1939. Donc il note effectivement les avancées allemandes, il voit ce qui se passe en juin 40, il constate l'écroulement de la France, et c'est là où effectivement il a cet article où il stigmatise là ce que je disais tout à l'heure, cette France qui finalement s'est laissée aller et n'a pas eu le dynamisme nécessaire. Il va pas aussi loin que rebattait dans les décombres quand même. Non, il n'a pas les accents en vitriol de rebatté dans les décombres. Et puis donc il voit arriver le maréchal Pétain en 1940, au mois de juin. Il prend acte de la défaite et il part à Vichy.
par Vichy. Et là, il y retrouve un Allemand qu'il avait connu avant-guerre, qui était Otto Abetz. Otto Abetz, qui était francophone, francophile, ambassadeur d'Allemagne en France. Et de manière assez surprenante, Otto Abetz va conseiller à Drieux de ne pas s'engager dans la voie de la collaboration, en lui expliquant qu'il a sans doute beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et Drieux, on peut dire, hésite. Il n'est pas exactement certain de son choix, mais finalement, peut-être que le conseil d'Otto Abetz, c'était peut-être un mauvais conseil, parce que conseiller à Drieux de ne pas s'engager dans une voie peut-être perdue d'avance était peut-être la meilleure argument à lui donner pour qu'il le fasse. D'un point de vue allemand, du point de vue de l'occupant, c'était peut-être plus intéressant d'avoir des personnalités intellectuelles françaises qui restent dans une certaine neutralité, plutôt que de les avoir dans le camp d'une collaboration clairement affirmée, qui ne pouvait que susciter aussi des réactions hostiles de la part de la population, de l'opinion française. Et puis c'est vrai qu'on voit bien que l'Allemagne a toujours eu, par rapport aux partis politiques collaborationnistes, finalement ceux-ci, que ce soit Doriot ou que ce soit EDA, eux étaient de fervents soutiens de l'Allemagne, mais l'Allemagne les soutenait moins que eux ne la soutenaient. Alors ils ont été des fervents soutiens de l'Allemagne essentiellement à partir de 1941. À partir de 1941. La croisade contre le bolchevisme, ça a été évidemment un élément tout à fait déterminant. En amont, Doriot, il se proclame « je suis un homme du maréchal » en 1940, mais c'est la lutte contre le communisme qui était devenu son ennemi juré, son ennemi personnel, qui fait qu'il va s'engager du côté allemand dans la croisade anti-bolchevique. Donc ça, c'est évidemment tout à fait essentiel quant à l'évolution de ce que vont devenir les partis collaborateurs. Mais Drieux, il y a quand même chez lui, au-delà d'une approche purement politique, une certaine fascination quand même pour l'Allemagne nazie. Peut-être pas avant la guerre, mais au cours de celle-ci. Est-ce qu'on ne distingue pas chez lui quand même une certaine admiration pour cette Allemagne qui incarne une certaine Europe dressée contre le bolchevisme? C'est effectivement incontestable, notamment, c'est certain que la force, la discipline, la virilité du soldat allemand, de l'armée allemande, de cette Allemagne qui, jusqu'en 1942, on peut dire, gagne sur tous les fronts, s'impose sur toute l'Europe et même au-delà. Il est évident que cet esthétisme, en quelque sorte guerrier, plaît énormément à Drieux. Un facif de dimension esthétique. Exactement. Et on peut dire que Drieux voit, Drieux qui était à la fois un homme de rêve et un homme d'action, eh bien il voit en quelque sorte cette synthèse entre le rêve et l'action dans cette armée allemande, dans cette nation allemande qui triomphe et qui gagne sur tous les fronts jusqu'en 1942. Il éprouve ce que Paul Ceran a appelé le romantisme fasciste. Exactement. À cette occasion. Vous avez consacré un ouvrage excellent à Alphonse Chateaubriand. Si vous confrontez les deux, Drieux et Chateaubriand, quelle réflexion est-ce que cela peut vous inspirer quant à leur attitude respective pendant cette période? Alors, je crois que leur regard par rapport à l'Allemagne est quand même différent, puisque on peut dire que celui d'Alphonse Chateaubriand s'est exprimé dans son livre La gerbe des forces, où là, Chateaubriand avait quand même versé dans un espèce de mysticisme, j'ai presque envie de dire délirant, par rapport à l'Allemagne et par rapport à Hitler. Voilà, mysticisme qui ne sera jamais celui de Drieux. Donc leur regard par rapport à l'Allemagne seront quand même très, très différents. Ensuite, Drieux aura une attitude, et parfois sera assez paradoxale, parce que Drieux, tout en étant très admirateur de l'Allemagne, on l'a vu à un moment, va finir par se tourner par l'Union soviétique, et puis Drieux était également admirateur de la Grande-Bretagne. Drieux avait été très jeune, avant la Première Guerre mondiale, en Angleterre. Il aimait beaucoup l'Angleterre, et donc il y avait à la fois une admiration et pour l'Allemagne, et pour l'Angleterre, et pour l'Union soviétique, qu'on ne retrouve pas chez quelqu'un comme
comme Alphonse est très Chateaubriand. contradictoire, et ça avait séduit, entre autres, Jean Mabire, d'ailleurs, dans l'intérêt qu'il a porté à Drieux, voici maintenant plus de 50 ans. C'était ce goût qu'avait Drieux pour l'Europe du Nord, l'Europe germanique, présente autant en Angleterre qu'en Allemagne. Puis alors, vous nous l'avez dit, il a rompu avec Doriot et le PPF, mais il va revenir en 1942. On ne peut pas dire que ça marque un opportunisme particulier. Hein. On peut dire que c'est plutôt par défi, Voilà, parce qu'effectivement, Drieux réadhère au PPF au lendemain du débarquement allié en Grande-Bretagne, en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, en Afrique du Nord. Donc effectivement, où là c'est quand même un tournant important dans le second conflit mondial. Et alors que Drieux effectivement avait rompu avec Doriot en 1938, là, au lendemain de ce débarquement, Drieux rejoint à nouveau le PPF, mais il l'écrit très bien dans son journal, il le rejoint sans illusion, et c'est véritablement un défi. Peut-être que, un petit peu comme le disait Rebatti à un moment, nous ne sommes pas des dégonflés. Bien voilà, Drieux le fait également. Merci Thierry Bouclier, vous décryptez de manière remarquable ce parcours un petit peu compliqué de Drieux-La Rochelle, donc dans cet ouvrage de la collection Qui suis-je, aux éditions Pardès. Merci. Merci à vous.